Pour réaliser notre carte postale, nous allons tout d'abord faire une retouche d'une photographie sur Photoshop. Donc pour cela, je vous invite à cliquer sur le lien disponible dans les commentaires de la vidéo, un lien qui vous dirigera vers Flickr. Vous allez retrouver ici une petite photographie prise dans les tourbières au niveau des monts d'Arrée, du côté de Brasparts. Lorsque vous voulez télécharger l'image, il vous suffit de cliquer ici sur cette petite icône et de choisir la taille. Alors on est bien d'accord, ici, l'idée c'est de réaliser une carte postale dédiée à l'impression. Pour l'impression, on recherche généralement les plus hautes résolutions possibles pour être certain que notre image ne va pas pixeliser. Donc ici, je vais chercher cette image dans sa taille originale en 4608 pixels de large par 3072. Je clique dessus et je viens ici télécharger la petite photo. Voilà, très bien. À partir de là, nous allons maintenant démarrer Photoshop. Donc, on peut refermer ces fenêtres, tout simplement. Et donc, nous allons ici lancer Photoshop. Donc, pour cela, je vous invite déjà tout d'abord à prendre votre photographie. Et nous allons glisser ici cette photo sur l'icône de Photoshop, tout simplement. Alors que vous soyez sur Mac ou Windows, les deux sont possibles. À partir de là, il est possible que vous ayez une fenêtre comme celle-ci qui vous demande voilà, la concordance des profils incorporés. Bon, moi, je vais ici choisir tout simplement préférer le profil incorporé à l'espace de travail. OK, voilà. Donc là, j'ai ici ouvert ma photo. Alors, en vérité, c'est comme si j'avais cliqué ici tout simplement sur Fichier, Ouvrir, ce qui me permet également de récupérer cette photographie sur, par exemple, mon bureau pour venir l'ouvrir dans ce logiciel. Alors, première chose, nous allons déjà prendre quelques repérages sur Photoshop. Il est vrai que quand on arrive la première fois là-dessus, on a l'impression qu'il y a plein de boutons partout, qu'il y a plein de fonctionnalités différentes et que c'est très compliqué. Alors, ce que je vous conseille, c'est déjà de venir épurer l'interface de Photoshop. Donc pour cela, vous avez ici, sur le côté droit, des petites fenêtres. Donc vous avez par exemple ici une fenêtre intitulée Couleurs, Nuancier. Alors, vous pouvez les agrandir ou les réduire simplement avec cette petite flèche ici. Voilà. On retrouve ici une bibliothèque, alors ça c'est associé à la bibliothèque de Creative Cloud, votre compte Creative Cloud. Vous avez également des réglages, des calques, des couches, des tracés, etc. Et puis ici, on voit qu'on a encore d'autres petites fenêtres, vous voyez, hein, qui sont encore disponibles. Vous pouvez ici fusionner toutes ces fenêtres les unes avec les autres. Par exemple, si je garde le clic appuyé sur historique, je peux venir le glisser-déposer sur le côté droit de cette façon. Même chose avec cette fonctionnalité-là, propriété, très bien. Et si jamais vous trouvez que vous avez un peu trop de fonctionnalités pour le coup, vous pouvez aussi vous en débarrasser. Alors pour cela, c'est très simple, vous pouvez garder le clic appuyé et venir placer cet élément ici, c'est ce qu'on appelle ici une fenêtre flottante. Alors le problème des fenêtres flottantes, c'est que forcément, elles peuvent gêner notre espace de travail. Alors je vais cliquer ici sur cette petite croix, ça va faire disparaître cette fenêtre. Donc vous pouvez de cette façon venir supprimer des fenêtres qui ne vous sont pas utiles dans un premier temps. Voilà, donc là par exemple ici, je vais retirer couche, je vais retirer tracé, voilà, des choses qui sont plus utiles notamment avec l'outil plume. Voilà, donc ici, voilà, vous voyez, j'ai vraiment épuré mes fenêtres. Si je souhaite en ajouter d'autres, je peux cliquer ici sur Fenêtres et venir chercher toutes les fenêtres qui m'intéressent. Donc vous voyez, on retrouve, par exemple ici, on va retrouver les fameuses couches, et également, voilà, donc par exemple la fenêtre propriété que j'ai supprimée tout à l'heure, ou encore tracé. Je peux également y faire venir, par exemple, quelque chose qui peut être très utile, comme paragraphe ou caractère. Voilà, hein, cette fenêtre qui va me permettre, voilà, de venir gérer mes textes si je souhaite écrire du texte sur Photoshop. Voilà, donc ici vous pouvez les glisser sur le côté latéral de cette façon-là. À vous de vous organiser hein, pour vous créer une interface la plus simple et la plus logique possible. Donc là, par exemple, ici, je vais venir voilà, regrouper, vous voyez, il y a des petits tracés ici hein, qui me montrent qu'il y a vraiment des groupes différents. Donc je viens regrouper des blocs de fenêtres les uns avec les autres. Voilà, donc j'ai ici couleur, historique, nuancier, je vais peut-être placer quand même l'historique tout en haut. Voilà, très bien. Voilà, le nuancier, le paragraphe, caractère, réglage, calque. Très bien. À partir de ça, vous pouvez maintenant enregistrer cet espace de travail. Pour cela, vous cliquez ici sur Fenêtre, Espace de travail, et vous choisissez ici Nouvel espace de travail, tout simplement. Donc vous pouvez lui donner un titre, ça peut être très utile hein, si vous travaillez sur le même ordinateur qu'un de vos collègues.
vous pouvez avoir chacun vos espaces de travail. Donc là, par exemple, ici, moi, je vais l'appeler accolade, tout simplement. Enregistrer. Très bien. À partir de ça, maintenant, j'ai la possibilité ici, dans mes espaces de travail, de venir choisir différents espaces. Alors, vous en avez certains qui sont déjà préconfigurés, comme par exemple ici 3D. Si je choisis 3D, vous voyez, j'ai un espace différent qui apparaît. Et si je reviens ici sur espace de travail, accolade, hop, je retrouve mon espace de travail que je viens de créer tout à l'heure. Très bien. À présent, sur cette photo, nous allons pouvoir voir différentes choses, et la première de ces choses, c'est notamment le rognage. Comment rogner une photographie sur Photoshop? Alors ça, c'est très simple. Nous allons ici sélectionner un outil dédié justement à ce rognage. En fonction de l'outil que vous allez utiliser, vous allez avoir ici, dans cette barre d'options, des options différentes qui vont venir s'agencer. Par exemple ici, je vais choisir cet outil, recadrage, voilà, qui comme le nom l'indique ici, on a maintenant sur les dernières versions de Photoshop une petite aide qui va venir vous aider, donc justement, qui vous explique, je veux dire, plutôt, voilà, à quoi sert chaque outil. Donc là ici, il nous précise bien que ça permet de rogner ou d'agrandir les bords d'une image, par exemple. Donc là ici, je vais choisir cet outil de recadrage, et j'ai la possibilité ici, pourquoi pas, de venir mettre en place différentes règles. Alors moi je vais choisir la règle des tiers qui est très utilisée en photographie. Donc là, ça veut dire que maintenant, j'ai des petites poignées ici, de part et d'autre, qui vont me permettre de redimensionner ma photo. Et comme vous pouvez le voir, ici, nous avons des lignes horizontales et des lignes verticales qui apparaissent à un tiers de la photo. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que souvent en photographie, on évite de centrer le sujet, mais on va plutôt essayer de le placer sur ces fameux tiers donc, qui correspondent à ce qu'on appelle des lignes de force. Voilà. Et donc, à l'intersection de ces lignes de force, on a des points particulièrement importants. Ça, c'est une notion de cadrage essentielle en photographie ou également en vidéo. Alors le problème, c'est qu'ici, si je réduis ma fenêtre, vous voyez, je peux vraiment déformer les proportions d'origine. Ça, c'est peut-être quelque chose qui peut m'embêter. Alors, pour cela, je peux ici annuler ce recadrage, et donc j'ai la possibilité dans ces options ici de mettre des valeurs qui vont me permettre de donner un certain rapport. Par exemple ici, j'ai un rapport donc longueur-hauteur, mais je peux ici choisir par exemple le format carré. Donc si je choisis le format carré, voilà, j'ai beau réduire, agrandir, vous voyez, j'aurai toujours une photo sous la forme d'un carré, tout simplement. Je vais choisir ici, moi, le format d'origine. Voilà. Ce qui me permet, en fait, ici, d'avoir un recadrage qui va respecter les proportions de ma photo originale. Voilà. Donc ici, je peux venir placer ce recadrage comme je le souhaite. Voilà. Donc moi, je vais peut-être recadrer plutôt cette partie-là. Alors, je vais quand même donner un petit peu plus d'espace. Voilà. Allez, on va essayer de le faire comme ça à peu près. Allez, ça me semble pas mal. Voilà. Donc ici, voilà, donc là je viens de recadrer, donc je me sépare, je vais me séparer de toute cette partie un petit peu sombre, grisée. Comme on peut le voir ici, la petite forêt à gauche va disparaître de mon recadrage. Donc pour cela, je clique soit sur le bouton valider, soit j'appuie tout simplement sur la touche entrée. Hop, voilà, très bien. Et donc, à partir de ça, voilà, ça y est, ma photo est désormais recadrée. Deuxième chose, vous pouvez aussi, sur les photos, venir faire, pourquoi pas, une correction de la teinte, de la lumière, etc. Alors pour ça, vous avez ici dans Images, Réglages, la possibilité de venir modifier plein de choses sur votre photo. Hein. Vous voyez ici par exemple, je peux corriger la luminosité et le contraste. Donc là, je peux très bien renforcer la luminosité. Et vous voyez que là, même si on avait un ciel un peu gris ce jour-là, je peux ici booster la luminosité et renforcer le contraste pour obtenir des couleurs encore plus flamboyantes. Vous avez cette possibilité-là. Vous pouvez également ici, toujours dans Réglages, choisir des choses comme la teinte et la saturation. Donc ici, la teinte va me permettre voilà, carrément de modifier l'ensemble de mes couleurs. Vous voyez que là, ça agit sur ce qu'on appelle le paramètre global. Donc ça agit sur mes trois couleurs, mes trois couches de couleurs qui sont en RVB, rouge, vert, bleu. Donc tous les pixels de cette photographie vont être modifiés. Je peux aussi
augmenter la saturation, baisser la luminosité, ou à l'inverse, l'augmenter également. Voilà, donc vous avez plein de petits paramètres. Alors là, ici, j'ai agi sur le global, mais je peux très bien jouer uniquement sur, par exemple, les teintes qui sont rouges, et donc venir modifier, voilà, tout ce qui est des rouges, vous voyez, ça va venir tout simplement être modifié, hein. On voit qu'ici, ça devient un peu plus jaune. Voilà, je vais faire annuler. Et donc, il y a un dernier réglage aussi qui peut être intéressant, c'est par exemple les niveaux. Alors ça, c'est très utilisé en photographie. On voit ici qu'on a la possibilité de jouer sur, par exemple, l'ensemble des couches RGB, et puis de venir booster ce qu'on appelle les noirs, ou plutôt corriger les blancs. Voilà, donc là, ici, sur la flèche de droite, je vais pouvoir ici augmenter le blanc, donc c'est-à-dire que si je tire ça un peu plus vers la gauche, forcément ma photo va être beaucoup plus lumineuse et va même se retrouver en surexposition. Et à l'inverse, si j'augmente les noirs, voilà, ici, je vais passer sur une photo beaucoup plus sous-exposée. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Si jamais vous avez une photo justement surexposée, vous pouvez ici tirer les noirs vers la droite. Si votre photo est à l'inverse enfin plutôt sous-exposée, vous pouvez ici tirer les blancs vers la gauche pour augmenter l'exposition. Voilà. Alors, ça, c'est des réglages très simples que vous pouvez mettre en place. Le problème, c'est qu'une fois que votre réglage est appliqué, si vous enregistrez votre photo telle quelle, vous ne pourrez plus revenir dessus. Alors moi, je vais vous proposer autre chose. Et là, on va aborder ici la notion de calque. Effectivement, quand je clique ici sur cette fenêtre, je vois que pour le moment, j'ai un seul et unique calque qui s'appelle arrière-plan. Ce qui est intéressant, c'est que je peux très bien ici créer des nouveaux calques. Voilà, par exemple ici j'ai fait un calque vide, et sur ces nouveaux calques, je peux, pourquoi pas, donner un coup de pinceau. Alors je vais faire un petit clic droit pour augmenter l'épaisseur de ce fameux pinceau, et vous voyez, hop là, voilà. Là, je viens de faire un trait noir, tout simple, sur ce nouveau calque. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il faut vraiment comprendre que ces histoires de calque, c'est ces différentes couches superposées les unes sur les autres, un petit peu comme un hamburger en quelque sorte. Vous avez votre petit pain, votre feuille de salade, votre steak et votre tomate, et du coup vous pouvez réagencer l'ordre entre le steak, la salade et la tomate. Donc ici, je peux venir jouer avec ces différents calques pour les placer soit l'un dessus de l'autre, et vice versa. Alors par exemple ici, je vois que ce calque arrière-plan, pour le moment, il est verrouillé. Si je double-clique sur ce verrou, voilà, je peux cliquer ici sur OK, ça y est, ce calque arrière-plan maintenant est déverrouillé et je peux en faire absolument tout ce que je veux. Donc là, du coup, je peux très bien le déplacer au-dessus et vous voyez, hop, le trait noir que j'ai dessiné tout à l'heure n'apparaît plus. Si je veux le faire réapparaître, il faudra replacer le calque 1 par-dessus le calque 0. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en face des calques, vous avez ici des petits yeux qui vous permettent, voilà, d'afficher ou de désactiver la présence d'un calque. Alors bon, là ici c'était un petit calque test, je vais tout de suite le supprimer en le jetant dans cette petite corbeille. Voilà, oui bien sûr, je vais supprimer le calque. À partir de ça, nous ce qu'on va faire, on va pas créer des calques classiques, mais on va faire ce qu'on appelle des calques de réglage. Alors, c'est cette fonctionnalité juste ici qui va me permettre, voilà, de choisir un calque de réglage bien spécifique. Alors pour cela, je peux par exemple jouer sur la luminosité et le contraste, voilà. Et donc ici, j'obtiens donc à partir de ce calque à luminosité contraste des propriétés. Alors une nouvelle fenêtre qui est apparue, une fenêtre que j'avais supprimée tout à l'heure, donc je vais venir la glisser ici, voilà. Et donc sur ce calque, je vais pouvoir augmenter, pourquoi pas, la luminosité, voilà, de cette façon. Je vais l'augmenter, allez, par exemple, autour de 40 dans mon exemple ici, et jouer sur le contraste. Alors attention, c'est pas parce que je vous dis de l'augmenter autour de 40 et puis j'ai mis le contraste à 30 qu'il faut faire scrupuleusement la même chose chez vous. Amusez-vous justement, pratiquez, expérimentez, essayez de comprendre aussi, si vous suivez différents tutoriels, essayez de jouer sur différents chiffres pour essayer de comprendre chaque fonctionnalité. C'est vraiment très important. Donc ici, on est sur quelque chose déjà de plus lumineux. Et je peux également, par-dessus ce calque de réglage, pourquoi pas, ajouter un second calque de réglage. Donc là, ici, je vais jouer par exemple sur les niveaux. Et à partir de ça, je vais pouvoir, pourquoi pas, ici, augmenter un petit peu les blancs. Voilà, donc là, je pourrais aussi augmenter, renforcer un petit peu les noirs. Voilà, donc là, vous pouvez jouer sur ces deux paramètres ici.
Vous pouvez, pourquoi pas, jouer encore sur un autre calque de réglage. Allez, par exemple, on va faire ici, on va choisir courbe. Courbe qui va me permettre ici donc de renforcer certaines couleurs par exemple. Alors je vais augmenter un petit peu la taille de cette fenêtre pour qu'on puisse y voir plus clair. Voilà. Donc ici vous avez un petit schéma qui vous présente justement les différentes le différent spectre colorimétrique en fait qu'on peut retrouver sur notre photo. Et on a ici à la place de RVB, je peux très bien ici choisir rouge. Voilà, et donc là, je vais pouvoir jouer sur l'importance de cette couche rouge au sein de mes différents pixels. Voilà, donc ici, par exemple, si j'augmente le rouge, vous voyez, là, j'arrive sur des couleurs beaucoup plus chaleureuses, très rougeoyantes sur ma photographie. Je peux très bien ici jouer également par exemple sur le vert, voilà, et donc renforcer le vert. Et donc là, tout de suite, on a l'impression que l'herbe est déjà en train de se modifier en couleur. Et enfin, on a ici les gammes bleues. Donc là, pareil, hein, si je renforce le bleu, on va arriver sur quelque chose de très glacial, très polaire. Donc du coup, je peux, pourquoi pas, bah, là en l'occurrence, si j'ai envie de faire quelque chose d'un peu plus estival, diminuer un petit peu le bleu. Donc voilà, donc je peux changer ici chacune de mes courbes comme bon me semble. Donc là, par exemple, hop, je vais peut-être diminuer un petit peu le rouge, hein, qui est quand même un peu trop prononcé. Voilà. Et donc là, vous voyez, hein, j'arrive maintenant sur quelque chose de beaucoup plus verdoyant. Voilà. Donc ça, c'est tous les paramètres qui vous permettent de modifier les couleurs au sein de votre composition photographique. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez très bien les désactiver à n'importe quel moment pour venir faire des tests. Hein. Par exemple, si ici je réactive uniquement cette partie-là, voilà, je peux voir, bon, tiens, effectivement, la luminosité et le contraste méritent d'être un petit peu modifiés. Voilà, et ici, voilà, je peux jouer encore sur ces fameux niveaux. Alors, vous voyez que quand j'applique niveau 1, je ne sais pas si vous le ressentez ici, mais au niveau du ciel, je vais zoomer un petit peu dessus en faisant commande plus sur Mac ou contrôle plus sur PC. Je vois que voilà, je peux perdre certaines informations quand j'ai augmenté en fait mes niveaux, forcément, comme j'ai apporté beaucoup plus de blanc, on a un contraste moins élevé ici au niveau du ciel. Voilà. Vous voyez, on devine un peu moins les nuages. Donc à moi de voir ce que je veux conserver en fait ici comme information sur ma photographie. Voilà. Une chose qui peut être très intéressante aussi, c'est de savoir faire des toutes petites retouches pour, par exemple, supprimer des informations présentes sur votre photo. Alors pour ça, vous avez un outil assez intéressant qui s'appelle ici le tampon de duplication. Donc ici, comme vous l'explique cette petite démo, ça vous permet en fait d'effacer certaines parties de votre image. Alors, je dirais pas vraiment effacer, mais en fait de remplacer certains pixels par d'autres pixels présents sur votre photo. Donc, par exemple ici, je vais choisir le tampon de duplication. Et alors, je vais venir zoomer un petit peu sur cette image. Alors, vous voyez, j'ai énormément zoomé pour travailler de façon un peu plus fine. Et pour me déplacer à l'intérieur de l'image, vous pouvez appuyer sur la touche espace de votre clavier et en gardant le clic appuyé, vous pouvez ici vous déplacer au sein de votre image zoomée. C'est quelque chose de très pratique sur Photoshop. Donc là, par exemple, je me dis, tiens, j'aimerais bien effacer cet arbre, voilà, faire en sorte qu'il disparaisse de mon paysage. Alors, si je prends une vulgaire gomme, le problème, c'est que si j'efface cet arbre, eh bien, je vais tout simplement créer un trou dans ma photo. En fait, je vais avoir une zone transparente qui va apparaître ici, et donc ce sera vraiment pas esthétique. Donc pour ça, on va plutôt utiliser ce fameux tampon de duplication. Ce tampon fonctionne avec un petit pinceau. Alors vous voyez, le cercle de ma souris représente la taille de mon pinceau. Je peux ici, en faisant un clic droit, augmenter l'épaisseur de ce pinceau. Donc si je choisis un énorme pinceau, vous voyez, j'ai quelque chose de beaucoup plus important ici. Et ce qui va être très intéressant, c'est qu'on peut aussi modifier la dureté du pinceau. Donc plus vous avez un pinceau dur, plus on risque de voir les coups de pinceau. Si je mets une dureté à 100%, je vais avoir quelque chose qui va être très marqué. Ça va vraiment faire la forme d'un cercle bien précis. Alors que si je diminue ici la dureté, par exemple à 3%, je ne vais pas avoir vraiment ça, je vais avoir quelque chose de très estompé, et ça va me permettre de travailler beaucoup plus finement, sans marquer des coups de pinceau un peu partout, et d'avoir quelque chose de beaucoup plus discret. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant à comprendre, c'est cette notion d'épaisseur et de dureté.
Vous avez même la possibilité sur ces outils de chercher d'autres formes de pinceaux, hein, vous voyez, qui sont disponibles ici. Et vous avez également la possibilité de venir corriger en fait la taille de ce cercle. Par exemple, je peux très bien en faire une ellipse, vous voyez, de cette façon-là, simplement en cliquant sur ces petits poignets. Voilà. Donc une fois qu'on a réglé notre pinceau, quand je fais un clic, Photoshop m'envoie bouler en me disant impossible de dupliquer, d'utiliser le tampon de duplication. Bah oui, effectivement, il me manque une étape. Pour dupliquer une chose sur ma photo et la transposer ailleurs, bien sûr, il faut que déjà je choisisse une source. Et donc pour définir une source, comme il vous l'indique, il faut utiliser ici ce qu'on appelle l'option clic. Alors la touche option, hein, c'est la touche tout simplement Alt que vous avez sur votre clavier. Donc la touche Alt comme alternative, tout simplement. Donc là, si je garde le doigt appuyé sur Alt, vous voyez, j'ai une petite cible qui apparaît et je vais pouvoir, à partir de cette cible, venir ici, pourquoi pas, choisir par exemple cette zone-là. Donc là, je fais simplement, je garde le doigt appuyé sur Alt et en même temps, je fais un clic gauche. Tac, voilà. La source est sélectionnée et donc, à partir de celle-ci, je vais pouvoir maintenant faire de la peinture. Alors, un petit détail, je m'aperçois qu'ici, j'ai du blanc qui est sélectionné. Alors pourquoi? Sans doute parce que je ne suis pas sur le bon calque. Effectivement, ici je me trouve sur le calque courbe. Alors si je veux faire cette modification de photo, il faut bien retourner sur le calque 0, hein, sur le calque de la photographie. Voilà, donc je retourne sur le calque 0, je vais revenir ici avec Alt, un petit clic gauche, très bien. Et donc là, vous voyez, à chaque fois que je déplace ma souris, je vois, je devine ici, voilà, donc toute une zone. Voilà, donc là, du coup, hop, je peux ici, de cette façon, venir ajouter, voilà, des petits arbres discrètement, etc. Alors là, mon pinceau est peut-être un peu trop gros, donc je peux très bien revenir en arrière en faisant Alt commande Z, et du coup, je vais ici réduire la taille de ce fameux pinceau. Voilà, pour prendre quelque chose d'un peu plus discret. Donc là, par exemple, ici, voilà, je vais ici venir sélectionner cet arbre, et donc, comme on peut le voir ici, tac, voilà, on va pouvoir ici dessiner toute une partie d'une nouvelle forêt, voilà, directement là-dedans. Tac, voilà, très bien. Donc là, du coup, vous voyez, hein, je viens en douceur estomper tout ça. Ici, je redonne un petit coup de pinceau pour avoir quelque chose d'un peu plus fort, d'un peu plus important. Voilà. Donc là, très bien. Donc ici, vous voyez, hein, j'ai tout simplement dupliqué, hein, ici on reconnaît bien cet arbre, c'est le même que celui-ci, donc je me suis amusé en fait à dupliquer ces zones-là. Si j'avais voulu par exemple effacer ce petit buisson, il aurait fallu dans ces cas-là venir avec la touche Alt, sélectionner une partie ici par exemple, et donc à partir de ça, je peux voilà, garder le clic appuyé, et regardez bien, quand je vais glisser ma souris vers la gauche, vous allez également voir qu'il y a une petite croix située à droite de mon cercle. Cette croix, c'est la source. Donc ça veut dire que la source vient se déplacer en même temps que votre déplacement de souris. Voilà. Donc là, du coup, par exemple, ici, hein, j'ai remodifié ma photo de cette façon-là. Très bien. Donc, une fois cette chose faite, voilà, je peux venir dézoomer. Voilà, donc là, on voit que les fameux arbres ont été incrustés de cette façon. Très bien. Allez, dernière chose que je vais faire sur cette petite photo, je vais vous montrer aussi comment utiliser des nouveaux calques, justement. Donc là, on va choisir un nouveau calque. Je vais venir créer ce calque par-dessus tous les autres. Donc je vais, hop, le placer au premier plan. Et ici, je vais le renommer, donc en double-cliquant sur le nom du calque, et je vais l'appeler par exemple vignettage. J'appuie sur Entrée. Alors c'est important effectivement de renommer ces calques. Là ici on est sur une composition assez simple, mais vous pouvez avoir des compositions beaucoup plus poussées, où vous pouvez vous retrouver avec 70, 80 calques, voire 100 calques. Donc il est très important de renommer ces différents calques pour ne pas s'y perdre. Ici donc je retourne sur le vignettage, et donc effectivement ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment faire par exemple ici un petit rectangle de sélection. Donc là, je vais choisir ce rectangle de sélection et j'ai la possibilité à partir de ce rectangle, voire même, alors derrière le rectangle, en fait, je vais plutôt prendre, excusez-moi, une ellipse de sélection. Ce sera un peu plus sympa comme effet. Donc je vais prendre ici une ellipse et donc j'ai la possibilité
ici de garder le clic appuyé pour venir dessiner une ellipse avec des petits pointillés comme vous le voyez ici. Une fois que j'ai dessiné cette ellipse, je suis ici en mode qu'on appelle nouvelle sélection, je peux venir à l'intérieur de cette ellipse et déplacer cette ellipse pour, par exemple, ici la centrer. Vous avez vu qu'il y avait des repères magnétiques qui sont apparus pour bien montrer que l'ellipse est bien au centre. Alors attention, ces repères magnétiques existent depuis les versions récentes de Photoshop. Sur les très anciennes versions, vous les avez peut-être pas. Ici, donc, on a cette fameuse ellipse. Et donc, là-dessus, je peux, pourquoi pas, venir importer de la peinture. Donc là, je vais prendre ici, derrière l'outil qui s'appelle dégrader, vous avez ici ce qu'on appelle le pot de peinture. Raccourci clavier, touche G. Donc là, si je prends ici le pot de peinture, je peux sélectionner ici mes couleurs. Donc là, je vais prendre ici cette couleur noire qui est sélectionnée d'ailleurs par défaut. Voilà. Et je peux ici y ajouter de la peinture. Schlack. Donc là, j'ai un cercle complètement opaque qui apparaît de cette façon-là. Le problème, c'est que moi, pour mon vignettage, en fait, je voulais ajouter de la peinture tout autour de ce cercle. Et en plus de ça, j'aurais préféré avoir quelque chose d'un peu plus estompé, parce que là, c'est quand même assez violent, très marqué. Donc dans ces cas-là, je vais faire Alt Command Z pour revenir en arrière, ou Alt Ctrl Z sur PC. Donc je reviens ici en arrière, et donc je reprends ici ma fameuse ellipse de sélection. Et cette fois-ci, je vais y ajouter ce qu'on appelle un contour progressif. Donc là, je vais augmenter le contour. Alors pour cela, soit vous gardez le clic appuyé sur contour progressif et vous tirez vers la droite pour augmenter la taille du contour, soit vous venez tout simplement saisir une valeur. Donc là, moi je vais mettre un contour par exemple de 80 pixels, ce qui commence à être pas mal. Donc ici, je garde le clic appuyé, je viens redessiner cette fameuse ellipse de cette façon, tac. Je vais venir la déplacer, voilà, précisément de cette façon-là, tac. Très bien. Voilà, donc là, on est pas mal, on est plutôt bien centré. Et donc une fois que c'est fait, je vais maintenant m'arranger pour non pas sélectionner l'intérieur de l'ellipse, mais au contraire sélectionner tout ce qui est à l'extérieur. Alors pour ça, en fait, il faudrait tout simplement intervertir la sélection. Alors pour ça, il suffit de vous rendre tout simplement dans la barre des menus, vous avez sélection et une fonctionnalité qui s'appelle intervertir. Les raccourcis clavier sont indiqués juste en face. C'est vrai qu'à terme, c'est bien de pouvoir les mémoriser. Donc là, ici, commande majuscule I ou contrôle majuscule I sur PC. Donc je clique sur intervertir, voilà qui est fait. Je peux à présent retourner prendre mon petit pot de peinture. Voilà, je vérifie bien sur mes calques que je suis bien sur le calque vignettage, parce que si vous peignez sur votre calque arrière-plan, vous allez voir que le résultat sera tout autre. Donc sélectionnez bien le calque vignettage, ce qui est le cas ici, et je viens ici verser ma peinture dans cette zone sélectionnée. Voilà, très bien, ça y est. Je peux à présent retirer cette fameuse sélection en faisant commande D sur Mac ou CTRL D sur PC. Voilà. Et donc, maintenant que mon vignettage est fait, je vais pouvoir l'atténuer un petit peu avec ce qu'on appelle un mode de fusion. Donc je vais me rendre ici dans Calque, et à partir de ce calque, vous voyez, ici, j'ai ce qu'on appelle une opacité. Donc là, je peux très bien ici diminuer l'opacité. Alors vous voyez, si je diminue l'opacité, voilà, maintenant cette zone noire, en fait, se devine, mais on peut voir à travers, en fait, ma photo d'origine. Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Vous pouvez jouer déjà sur ce premier paramètre, la fameuse opacité. Mais en plus de ça, vous avez ici ce qu'on appelle des modes de fusion. Donc là, nous, on est dans un mode normal, hein, le mode par défaut, mais vous avez la possibilité de choisir plein d'autres modes. Alors, on ne va pas tous les parcourir, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous pouvez les tester les uns après les autres, c'est pas grave, au contraire, c'est une très bonne chose pour vous faire la main dessus. Et ces modes, en fait, sont classés. Par exemple, ici, on a des modes qui vont venir intensifier les zones les plus sombres de votre photo. Ici, ça va plutôt faire l'inverse, justement, éclaircir donc les éléments de votre photo. Et ici, on vient carrément incruster un calque avec un autre. Donc par exemple, si je choisis incrustation, vous voyez, hop, voilà, là on a quelque chose vraiment qui va venir se deviner en fait ici sur l'herbe. Et vous voyez qu'au niveau du ciel, on ne voit quasiment pas en fait le vignettage
hein, au niveau de ce ciel. On devine que c'est peut-être un chouïa plus sombre, mais c'est très discret. Donc on a incrustation, pourquoi pas lumière tamisée aussi, qui est encore plus discret, lumière crue. Vous voyez, vous en avez plein de différents en fait à venir tester comme bon vous semble. Donc là ici, moi je vais choisir par exemple incrustation et puis je vais diminuer peut-être un petit peu la fameuse opacité. Voilà. Donc là je mets une opacité, allez, à 40%, pourquoi pas. Voilà. Donc là, à présent, ça y est, ma photo est prête. Je suis très content de cette petite composition et je me dis, je vais l'intégrer dans mon projet sur InDesign. Euh, mais avant de le faire, ce qui est intéressant, c'est de rendre compatible votre photo avec de l'impression. Pour cela, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on voit ici que votre photo, par défaut, elle est en RVB. Effectivement, vos appareils photo prennent systématiquement des photographies en fait en RVB, donc rouge, vert, bleu. C'est un mode colorimétrique adapté à l'écran si vous voulez faire une projection vidéo ou voilà du vidging par exemple ou même publier vos photos sur le web. Je vous conseille de rester en RVB, ce qui vous permet en plus d'accéder à l'ensemble des filtres et des réglages de Photoshop. Mais pour de l'impression, ça peut être intéressant de travailler plutôt en CMJN. Alors, InDesign est capable, lui, de transformer des photos en CMJN, mais le problème, c'est que vous ne pourrez pas les retoucher, il faudra retourner de nouveau dans Photoshop, etc. Alors moi, je vous conseille en fait de le faire de suite. Le problème, c'est que si vous faites Image, Mode, et que vous choisissez ici dès maintenant le couleur CMJN, il va vous dire qu'il va vouloir fusionner en fait les différents calques de votre composition. Or, je pense que c'est toujours intéressant de garder un document original avec les différents calques, puisque vous pouvez revenir sur vos réglages à n'importe quel moment. Donc première chose déjà, je vais enregistrer ce document dans un format qu'on appelle PSD, c'est le format natif de Photoshop. Je vais faire fichier enregistrer sous, voilà, je vais l'appeler ici visuel tout simplement, et je vais l'enregistrer sur le bureau de mon ordinateur en PSD. Donc vous voyez, PSD, hein, c'est le format standard de Photoshop, compatible uniquement avec Photoshop, mais voilà, vous pouvez voir qu'il y a plein d'autres formats qui sont proposés ici. Donc on va choisir enregistrer, OK, voilà qui est fait. Et une fois qu'on a fait ça, ça peut être intéressant donc, de tout sélectionner. Donc vous pouvez faire commande A ou CTRL A, ou sélection, tout sélectionner. Donc là, je récupère l'ensemble du contenu de cette photo. Et ici, je vais venir dans édition, non pas copier, parce que si je choisis copier, il va copier uniquement le calque qui est sélectionné. Donc je vais choisir plutôt copier avec fusion, c'est-à-dire que tous les calques vont se fusionner en un seul et même calque pendant la copie. Voilà, donc je vais choisir celui-ci. Et ici, je vais pouvoir créer un nouveau document. Et ce qui est intéressant, c'est que par défaut, il va vous proposer d'ouvrir un document selon la taille de votre presse-papier. C'est-à-dire que Photoshop est capable de mémoriser les réglages de ce que vous avez copié. Donc, je vais cliquer ici sur Créer, tout simplement. Et là, je vais choisir Édition, Coller, par exemple. Tac. Voilà. Donc là, du coup, ça y est, ma photo, c'est copier-coller, tout simplement. Quand je vais dans Calque, voilà, je vois qu'ici, j'ai bien maintenant un seul et unique calque. Alors, quand j'ai créé mon nouveau document, on voit ici qu'il a créé ici ce qu'on appelle un arrière-plan blanc. Vous pouvez déverrouiller cet arrière-plan et puis venir le jeter à la corbeille. On n'en a absolument pas besoin, pour le coup. Très bien. Donc là, maintenant, on n'a plus qu'un seul et même calque. Et ici, à partir de là, je vais venir choisir Image, Mode, Couleur, CMJN. Donc là, il me dit attention, vous allez changer de mode colorimétrique. Je clique sur OK. Voilà, la modification a été faite. Et donc, il est possible, selon les réglages que vous avez faits, que cette transformation entre RVB et CMJN ne soit pas... enfin, c'est-à-dire que les pixels ne vont pas rester exactement de la même couleur. Ils peuvent être interprétés un chouïa différemment. Et si cela vous dérange, vous pouvez maintenant, pourquoi pas, remodifier de nouveau avec un calque de réglage, venir jouer sur des courbes, des niveaux, etc. ou teinte saturation pour venir ici encore corriger un petit peu les choses. Voilà, si je souhaite par exemple quelque chose un petit peu plus jaune, voilà, donc là ici, je viens remodifier un petit peu les teintes d'ensemble de ma photographie. Voilà. Maintenant que c'est fait, je vais enregistrer ici cette photo tout simplement dans un format standard, dans le fichier enregistrer sous, et je vais la renommer visuel,
Et ces coups-ci, au lieu de l'enregistrer dans un format Photoshop, je vais choisir ici le format JPEG, un format compressé très classique qui fonctionnera très très bien ici. Voilà, donc visuel.jpeg, voilà, enregistré. Ici, il me demande la qualité de mon image. Alors, si vous travaillez sur du web, ça peut être intéressant de jouer un petit peu sur cette qualité. Il est inutile d'avoir un fichier beaucoup trop lourd pour un site web si vous voulez l'utiliser en petite icône. Mais par contre, ici, moi je suis sur de l'impression, donc je vais chercher à avoir le maximum de qualité. Donc je vais mettre ici en fichier volumineux. Et vous voyez, il est capable de m'estimer que cette photo peut peser jusqu'à 14 mégaoctets. Donc on est quand même sur quelque chose de très très lourd pour le coup. Je clique sur OK. Voilà. Et à présent, mon fichier est enregistré. Alors, je vais pouvoir de suite quitter notre Photoshop. Donc pour ça, fichier quitter ou commande Q ou CTRL Q sur PC. Voilà, ici, alors je ne vais pas enregistrer cette composition. Voilà, ne pas enregistrer. Et voilà, j'ai maintenant donc ma photo d'origine, comme on peut le voir ici. Alors, vous voyez, qui était un petit peu terne, sombre, etc. Je retrouve ici la photo qui a été corrigée sur Photoshop. Et je retrouve ici surtout le dernier visuel en JPEG que je vais pouvoir intégrer à ma composition tout à l'heure sur InDesign. Ce qui est intéressant, hein, c'est aussi de voir les différents poids. Donc là, on voit qu'on était sur une photo de 3,7 mégaoctets. Ici, on est carrément sur une photo, vous voyez, sur Photoshop, qui est non compressée, donc à 63 mégaoctets. Et ici, on est sur une photo de 14 mégaoctets, qui cette fois-ci est compressée, mais voilà, on a un résultat très semblable entre ces deux visuels-là. Voilà. Donc, j'espère que cette première initiation vous aura permis de faire quelques pas facilement sur Photoshop et puis surtout de vous permettre de travailler un petit peu votre photographie tranquillement avant de l'intégrer dans votre document, de votre fameuse carte postale. On se retrouve pour une prochaine séance sur InDesign pour commencer à assembler notre carte. À tout à l'heure.